Le Bosphore a l'âge de ses cartes postales. Et même si la plupart d'entre elles mentent, il en reste malgré tout quelque chose, ne serait-ce que cet air léger qui flotte dans l'atmosphère des gravures romantiques. Le Bosphore est de tous les temps, de tous les styles. Le style de notre époque en a fait une vedette de l'actualité au cours de l'année qui vient de finir. C'est en effet le long de ce corridor liquide qu'ont transité, discrets et mystérieux, les cargos soviétiques qui alimentèrent Cuba en fusée. C'est encore en face de ce paysage qu'il remonte aujourd'hui, ramenant dans les arsenaux de la guerre froide les joujoux dont la paix n'a pas voulu. Ce Bosphore-là, comme celui d'hier, commence où finit la mer de Marmara. La tour de Léandre, qui fait face à l'ancienne Byzance, en marque l'entrée sud. À partir d'ici, tous les âges, toutes les époques s'échelonnent et s'interpénètrent. L'œil les découvre dans les entrelacs sucrés des gentils palais qui servirent de résidence d'été aux sultans ou à leurs invités de marque. On accroche au passage les signes d'une vie calme, invitant à la rêverie. Aux mosquées succède le long cortège des maisons de bois typiques qu'on appelle yale. Elles sont souvenirs de vie facile et d'époques heureuses sur le bord de l'eau. Est-ce la Turquie? Disons que c'est une Turquie et que c'est surtout un agglomérat d'Asie, d'Europe balkanique et de Russie méridionale qui se révèle aussi bien par l'allure des constructions que par la qualité du climat qui règne ici. Le Bosphore est de nulle part et de partout à la fois. À longer sa ligne brisée, on finit par déboucher sur la mer Noire, qui en constitue l'extrémité nord. La voici. Ces 26 kilomètres de boulevard maritime pourraient n'être qu'un séjour de vacances ou un lieu de pêche. Ils sont surtout un carrefour délicat, un nœud gordien du monde dans lequel les juristes ont taillé une fois pour toutes en codifiant les règles de passage entre ces deux rives. La Convention des Détroits signée à Montreux en 1936 a établi une réglementation qui peut se résumer à ceci. La liberté complète de passage est garantie aux navires de commerce de tout pays en temps de paix. Pour les navires de guerre, le passage est restreint. La Convention des Détroits n'a pas été modifiée depuis son adoption par les pays signataires. L'Union soviétique a vainement tenté à Yalta d'en obtenir une révision à son avantage. On comprend son souci quand on voit ces deux rangées de filets suspendus à d'anciennes mines et qui servent aujourd'hui de bouée fermant l'entrée du Bosphore sur la mer Noire. L'image que nous en donnons ici a été prise lundi au téléobjectif, c'est-à-dire en dehors de la zone militaire où nul n'a accès. À la nuit tombée, un remorqueur turc attache son câble au rideau supérieur et ferme cette porte de fer jusqu'au lever du jour. Au petit matin, le trafic peut reprendre. La Russie de Khrouchtchev attend derrière le portillon. Le trafic à l'intérieur du Bosphore n'en est que plus dense. 7000 bateaux de toute nationalité l'ont franchi en 1962. Un peu plus du quart étaient soviétiques. Le préfet du port d'Istanbul connaît tous ces chiffres par cœur. Dans quel mois de 1962 le nombre de bateaux soviétiques a-t-il été le plus fort? L'augmentation a été très nette en mai, juin, juillet et août. Le pourcentage des bateaux russes a atteint 30% pendant ces 4 mois de 1962. L'unique raison de cette augmentation, c'est Cuba. Fusées, bombardiers, Ilyushin et autres engins dûment bâchés ont défilé devant la Corne d'Or, ce frère jumeau du Bosphore. Les gens d'Istanbul n'ont rien dit. L'axe de leur vie coupe à angle droit le sens de marche de la grande politique. La structure particulière de leur ville fait d'eux de perpétuels émigrants à l'intérieur d'une métropole bâtie au carrefour du monde. Côté européen, le célèbre pont de Galata en relie les deux parties les plus importantes. Ici, c'est Istanbul proprement dit, l'ancienne Byzance, qui sert aujourd'hui comme hier de centre d'échange. L'air y sent l'épice, le poisson frit et le cuir. De jour, le trafic y atteint une densité qui fait peur.
Là, sur l'autre rive de la Corne d'Or, commence la ville européenne, c'est-à-dire Beyoğlu ou l'ancienne Pera. On y monte par de petites rues en pente où se concentrent les négociants grecs, arméniens et levantins. Ce quartier d'Istanbul semble s'être stratifié aux environs de 1920. Il faut en gravir tous les raidillons pour atteindre, dans sa grandeur insipide, la partie la plus moderne de la ville, avec ses boulevards mornes et ses palaces futuristes. La seule impression d'unité de cette agglomération géante, c'est à l'entour de Sainte-Sophie qu'on l'éprouve. Pour cela, nous avons retraversé la Corne d'Or et escaladé la colline où s'élevait Byzance. Ruelles aux maisons de bois, petits métiers, gosses au naturel, pour tout dire, gens sans grand problème. L'heure importante de la journée y est celle du laitier. Derrière cette apparente humilité se dissimulent des souvenirs. S'il est un endroit d'Istanbul où s'opère la jonction entre l'Europe chrétienne des premiers siècles et les hordes ottomanes, c'est bien ici qu'il convient de l'évoquer. Deux mondes y vivent en superposition. Le Turc n'a pas détruit Byzance, il l'a enfoncé de plusieurs étages dans l'humus du temps en dressant sur sa colline une forêt de minarets. Mais cela s'est dû passer. À l'hôtel de ville, le maire d'Istanbul nous attend pour parler au présent. Ce projet de pont sur le Bosphore, est-ce qu'il va se réaliser? Il faut que ça se réalise pour que la ville soit une unité entière, mais ça coûte extrêmement cher. Le prix doit être dans les environs de 100 millions de dollars, approximativement. Est-ce que la ville d'Istanbul peut supporter une dépense comme celle-là? Je ne crois pas. Pas maintenant. Et dans ce cas-là, qui pourrait construire ce pont? Il faut que les autres nations nous aident, parce que ça sera un pont qui va relier l'Asie à l'Europe. C'est-à-dire qu'au même titre que le Bosphore, ce pont jouerait un rôle international. International, certainement. Et ça rapprochera les nations. Justement. Qu'est-ce que vous apporte à vous, gens d'Istanbul, le Bosphore? De notre côté, le Bosphore est ce qui fait Istanbul. Parce que sans Bosphore, Istanbul n'existerait pas. On ne saurait mieux dire. Le Bosphore, c'est ce qui donne à Istanbul l'air asiatique qu'elle a. Les Turcs n'aiment pas qu'on le souligne, tant ils sont épris de l'Europe. Mais regardez ces images, l'Asie se reflète même dans la charge du Hamal. Qu'est-ce qu'un Hamal? Une invention toute simple qui consiste à faire jouer à l'homme le rôle de la brouette. Cela non plus, les Turcs n'aiment pas qu'on le montre. Leur soif de l'Europe est telle qu'ils se passeraient volontiers d'être carrés d'épaules. Elle s'exaspère en tout cas à la vue de pareilles images qui sont pourtant monnaie courante à Istanbul. Dans cette ville, vous pouvez tout faire porter à dos d'hommes. Le Hamal porterait des maisons si les maisons étaient d'accord. Asie encore que ces attelages avec l'arceau de bois sur le col du cheval. Et la boue de l'hiver aux environs des halles aux marchandises le long de la Corne d'Or. Et les gens qui passent et repassent comme en souvenir du temps où, s'envolant de la steppe, ils avaient fondu sur ce coin de la terre. Istanbul s'offre sans mystère à qui veut la comprendre. Pour les uns, c'est un bazar permanent vers lequel dérivent toutes les marchandises du monde. Georges Roux a dit d'elle qu'elle est une étable à porc. Pierre Loti y a vu le paradis. Tout cela est vrai en même temps. Chaque jour, des dizaines de milliers de Stambouliotes franchissent le Bosphore entre Asie et Europe. Ces deux continents sont pour eux les trottoirs d'une même avenue qui partage leur cité en son milieu. Avec eux, gagnons Üsküdar, la partie orientale de la ville. Les manuels d'histoire nous apprennent que l'Asie commence ici. Tant qu'on n'a pas fait le voyage, on peut en douter. Au fond, c'est ici que tout a commencé pour Istanbul. Cette rive du Bosphore, nettement plus négligée que sa voisine européenne, est la frange sur laquelle se sont arrêtés les cavaliers ottomans et osmanlis avant de s'installer en maître là où triomphaient Justinien et Théodora. Ils y ont laissé la trace de leurs mœurs et de leur génie propre. 5 siècles après la chute de la Rome d'Orient, il flotte encore ici un air de caravansérail. L'impression d'instabilité et de précarité qui domine sur ce bord de mer est encore accentuée par le peu de soucis qu'on accorde à l'entretien du cadre où l'on vit.
On y est fataliste par principe et c'est en quoi on est en relation directe avec l'islam. Chaque image est une occasion de faire le point, de s'interroger sur la stabilité de l'équilibre qui s'est instauré dans ce carrefour des violences après les chocs entre fidèles et infidèles, entre impérialisme contraire et intérêts aussi divergents que féroces. Pour l'heure, malgré la trompeuse apparence de ces prolétaires dont le cadre quotidien ressemble à s'y méprendre à celui de la Russie méridionale, c'est encore l'islam qui est le plus fort. Ces femmes voilées, bien qu'en contradiction avec les aspirations laïques de la République turque, ont pourtant été émancipées par Kemal Pacha. Elles ne sont pas seules à être en contradiction avec l'État. Périodiquement, l'islam trouve un nouveau moyen de montrer qu'il est là. Les derviches tourneurs, qu'Istanbul avait oubliés, ont mobilisé la semaine dernière la foule des grands jours. Toute la ville, qui se dit pourtant européenne, a voulu participer à l'extase des disciples de Mevlana, venus tourner devant elle pour commémorer le 700e anniversaire de la mort du fondateur de cette secte née à Konya. Simple prétexte à spectacle ou retour de flamme islamique. En ce carrefour d'influence qu'est la Turquie moderne, rien ne permet de répondre à la question. Et pendant que tournent les derviches, le Bosphore continue de jouer son rôle capital entre l'Est et l'Ouest.